Et non, vous rêvez pas, vous êtes bien à Virage. Cette semaine, une émission un peu particulière parce que votre animateur habituel est parti essayer d'autres voitures. Vous allez être content. En attendant, nous, on va faire beaucoup d'essais cette semaine. Le Nissan Rogue, le nouveau Hyundai Ioniq 9 que j'ai essayé en Colombie-Britannique, la Mercedes S63 AMG, une voiture exceptionnelle. On se déplace chez Desharnais, chez Silencieux Proto et bien entendu, on répond à vos questions. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Alors, et oui, c'est une émission encore entièrement chargée. Et bien entendu, je ne peux pas faire ça tout seul. Malgré l'absence de Daniel, j'ai mon compagnon de toujours, Jacques Bienvenu. Comment ça va, Jacques? Salut, Marc. Ça va très bien, merci, oui. Alors, écoute, Jacques, on l'a dit, aujourd'hui, on parle beaucoup d'auto parce qu'on a beaucoup de modèles, mais celui qu'on a en studio, le Nissan Rogue, écoute, c'est pas le plus récent, c'est pas le plus nouveau, mais c'est encore un véhicule qui est très populaire du côté de chez Nissan. Absolument, absolument. C'est un véhicule, premièrement, c'est un véhicule qui est construit à New Smyrna, au Tennessee. Alors, c'est un Américain automatiquement. Oui. Et depuis une période de temps, on se pose des questions. On achète un Américain ou si on achète un qui est fabriqué ailleurs? Mais dans ce modèle-là, on ne pouvait absolument pas. Il fallait vraiment avoir un véhicule qui venait directement des États-Unis. Alors, moi, je trouve que c'est un beau véhicule, bien construit. Au niveau ligne, c'est une très belle ligne que j'ai trouvée. Une boîte d'une bonne dimension. Il n'y a pas de rondeur pour rien, comparativement à certains autres qui commencent à vieillir. Je pense, exemple, CX5 ou etc. Je crois que CX5 et CX50, c'est qui est la compétition de ça. C'est un superbe véhicule. C'est un véhicule qui a un beau design, bien construit. Le fascia que j'appelle, la devanture du véhicule. On rencontre aujourd'hui un produit Nissan sur la route et c'est immédiatement, on est identifié. On l'identifie facilement. Mais ça, c'est une bonne chose parce qu'ils ont effectivement été capables, avec la calandre en V notamment, qu'ils ont perfectionné au fil des mois, ils ont été capables de conserver leur personnalité et de l'associer à toute la famille. Alors que, et tout en gardant certaines différences. Oui. Là, on va faire des commentaires un peu moins fins. Il y a des compagnies qui changent tout le temps. Hein? Prenons les Coréens. Inversement, tu as des compagnies comme les Mercedes où, si tu ne vois pas la partie arrière, tu ne sais pas exactement quel modèle tu as devant toi. Alors que Nissan a réussi à rester entre les deux et d'avoir sa propre personnalité. Absolument. Alors, ce manufacturier-là qu'on connaît depuis nombre d'années, parce qu'on sait que c'est un des vieux manufacturiers japonais, installé avec une usine, justement, aux États-Unis. Antérieurement, le Rogue, on le connaissait parce que c'était un véhicule qui venait avec un moteur 4 cylindres, qui développait, 250 chevaux. Excusez, 2,5 litres, qui développait 160 à peu près. Alors, pour 2025, ils ont vraiment coupé la poire. Ils ont été enlevés un cylindre, on a ajouté un turbo pour finalement développer un moteur qui fait 201 chevaux, 225 pieds cubes de coupe. Alors, au niveau performance, ça donne une assez bonne performance, mais il ne faut pas appuyer trop fort sur le champignon parce qu'on entend la fameuse transmission en courroie, on l'entend gronder, on l'entend à l'intérieur. Et c'est cette partie-là qui est désagréable dans le véhicule. Totalement. Moi, je me suis emmené avec le véhicule en studio. J'ai fait de l'autoroute, j'ai fait de la ville. Et la transmission CVT là, de chez Nissan, on le sait, ils ont eu des problèmes. Ils ont réglé les problèmes de fiabilité, ce qui est en soi une bonne chose. Mais effectivement, ils n'ont pas été capables d'aller chercher l'espèce de réaction. Alors que chez d'autres compagnies, bon, évidemment, d'une part, on abandonne la CVT dans bien des cas, mais d'autre part, on a réussi à simuler des changements de vitesse. Alors que chez Nissan, on dirait qu'on n'a pas atteint cette science-là et qu'on est encore avec une transmission qui glisse, qui fait du bruit et qui ronronne très fort, surtout en accélération. Une entrée d'autoroute avec un Nissan Rogue, là, j'espère que vous ne tenez pas trop à la musique que vous écoutez parce que ça se peut que vous la perdiez pendant quelques secondes. Pour le reste, cependant, c'est un véhicule qui est agréable à conduire. Oui, absolument. Et au niveau tenue de route, au niveau confort, c'est pas un véhicule sport de rien, là, mais c'est un véhicule, le fait qu'on peut l'avoir, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a quoi? Il y a 4 modèles dans ce véhicule-là. Le S, le SV, le SI, puis celui qu'on a ici qui est le Platinum. C'est un véhicule qui n'est pas sportif,
mais c'est un véhicule qui a un bon rendement en général. Alors, pour monsieur et madame tout le monde qui se promènent avec ça, ils savent qu'est-ce qu'ils vont acheter lorsqu'ils vont aller justement faire l'essai. Moi, ce que j'ai trouvé de ce véhicule-là, c'est, premièrement, c'est que lorsqu'on monte à bord, au niveau de l'intérieur, je trouve que le tableau de bord a de l'allure. Je trouve que, au lieu d'avoir des grands écrans qui sont étendus d'une porte à l'autre presque, je trouve qu'on a des écrans qui sont facilement... On se retrouve réellement assez facilement. Je peux pas dire autant fort probablement au niveau de la tenue des communications par satellite, etc. Bien, ça va plutôt bien, je dois dire. Intégration Apple CarPlay, Android Auto, assez facile. Écoute, c'est probablement l'utilisateur plus que la voiture elle-même, mais j'ai eu un petit problème au moment de jumeler mon téléphone. Il a fallu que je m'y reprenne à 2 ou 3 reprises. Mais une fois que ça a été fait, j'ai pas eu de problème. Je l'ai dit, j'ai fait plus de 200 km à son volant. Et honnêtement, de ce point de vue-là, ça va bien. L'écran est bien. Tu as une navigation intégrée sur la version Platinum, mais tu peux aussi utiliser, évidemment, ton téléphone intelligent. Donc ça, c'est vraiment bien fait et c'est facile. Bien que l'intégration de l'écran soit encore un peu douteuse, là. Moi, j'aime pas vraiment la façon dont elle est placée, mais ça, c'est une question de pur goût. Absolument. Alors, au niveau de l'intérieur, au niveau des sièges, les sièges sont très confortables. Au niveau du rendement en général, moi, je regarde, par exemple, au niveau... On parlait justement des roues 17 pouces et 19 pouces. Au niveau des disques de frein, moi, j'aurais aimé un disque de frein qui est un petit peu plus grand en diamètre pour pouvoir augmenter la surface de freinage pour rendre le véhicule peut-être plus sécuritaire lorsqu'on a besoin d'utiliser ça, surtout en descendant des grandes côtes ou dans la circulation dense. Beau design, qui est élégant, il est moderne, il est confortable, une belle finition, une belle console aussi dans le véhicule. Je m'y perds pas, mais au niveau du coffre arrière, le plancher du coffre, il est en montant un peu. Il va un peu en montant et il est d'une grandeur comme on peut retrouver dans la compétition. Alors, le Nissan Rogue, pour moi, on sait que j'en ai vendu au Québec, par exemple, en 2023, 6 227. C'est quand même un bon marché. Et au travers du Canada, 26 665. Alors, c'est un véhicule extrêmement important. J'ai hâte de voir si, avec la venue de ce nouveau modèle-là, et surtout avec les prix, parce qu'on sait que les prix sont rendus assez corsés pour un véhicule de cette catégorie-là. Oui, effectivement. Écoutez, le modèle qu'on a en studio, si on inclut transport préparation, c'est 47 000 avec 0 option. Il n'y a aucune option. Là. On a la version Platinum, qui est la version la plus élevée, mais il n'y a aucune option, effectivement. Excepté, ce qui est à surveiller... Oui, excepté les tapis. Oui, les tapis, mais les tapis sont gratuits. Il n'y a pas de prix sur les tapis. Écoute, tu as raison beaucoup au niveau du freinage aussi. C'est peut-être le plus gros défaut en termes de conduite de ce véhicule-là. Le freinage est un peu spongieux. On aimerait qu'il soit un peu plus mordant. C'est pas le cas. Tu me diras que c'est pas pour une conduite sportive. Non. Mais n'empêche que du point de vue sécurité, c'est probablement aussi la seule faiblesse, parce qu'on a ce qu'on appelle dedans le fameux Safety Shield, le fameux bouclier de sécurité de Nissan, qui est en fait un système d'assistance, régulateur de vitesse intelligent, aide au maintien en voie et tout ce qui va avec, qui fonctionne très bien sur autoroute. Attention cependant, ne lâchez pas le volant, c'est pas fait pour ça. Et vous allez rapidement vous en rendre compte parce que la voiture ne vous laissera pas faire. Ça, c'est la première chose. Il y a le fait que nos routes aussi qui sont assez creusées dans différentes places avec ces types de volants-là. On a l'impression que le véhicule se promène de gauche à droite. Une chose que j'ai remarquée aussi au niveau de la consommation, je ne sais pas ce que toi tu as obtenu, mais quelque chose comme 8 à 9 litres au 100 sur grande route, c'est déjà assez élevé parce qu'on a mieux que ça dans de la compétition. 9,3 de moyenne jusqu'à maintenant, ce qui est assez élevé, effectivement. Par contre, bon, tu parlais de prix, on parle de consommation. Au cours de la prochaine année, il arrivera une version hybride branchable, qui est, en fait, on se rappelle, là, la version du Mitsubishi Outlander. Hein, on partage les motorisations, en tout cas la mécanique. Donc, il y aura une version hybride branchable. On va voir ce que ça va donner en termes d'économie de carburant, en termes de capacité électrique. Mais en termes de prix aussi, je l'ai dit, c'est 47 000 pour celui qu'on a là. Ça risque d'augmenter considérablement encore une fois. Je te dirais que ça commence à être élevé, par contre, pour un véhicule de cette catégorie. Moi, je pense j'ai l'impression qu'ils veulent se positionner avec le Mazda CX-50, par exemple.
exact. Parce que si on regarde le CX-50 dans le prix qu'il est, et lorsqu'on arrive avec la version hybride, qu'on est à 48 49 000, lorsqu'on va dans le modèle un peu plus luxueux, il me semble qu'ils sont portés à vouloir aller là et même peut-être dépasser un peu ce prix-là. Oui, bien, en ayant un hybride branchable, les chances sont bonnes, effectivement, qu'on aille de façon un peu supérieure à ça. Mais bon, si on est capable de fournir une autonomie raisonnable, on estime qu'on pourrait avoir 80-90 km. Ça pourrait quand même être une bonne solution. Très, très bon. Effectivement. Pour le reste, écoutez, c'est un bon véhicule. C'est un véhicule qui passe le test sans aucune difficulté. Tenue de route, insonorisation correcte. Sur la route, grande route, ça va. C'est pas le plus... je dirais, le plus moderne. Même si on le refait, on aimerait peut-être un petit peu plus de modernité, surtout à l'intérieur, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui va très, très bien. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, jusqu'à date, mon séjour à son volant et avoir, comme tu l'as mentionné, la popularité du modèle au Canada. Pour Nissan, c'est un modèle extrêmement important. Oui. Voilà. Alors, écoutez, là-dessus, on va faire une pause. On vous revient ensuite. On se transporte chez Desharnais. En fait, Daniel se transporte chez Desharnais et nous, on vous revient par la suite. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Ce segment d'émission vous est présenté par Napa Auto Pro et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, aujourd'hui, tu veux me parler d'air climatisé dans le véhicule. Bon, ça, c'est pas tout à fait compliqué. On pèse sur le bouton, c'est froid, c'est pas froid. Exactement. C'est un peu plus compliqué que ça, finalement. Bien, il y a plusieurs petites choses à démystifier pour l'air climatisé. Premièrement, souvent, les gens ont tendance à ne pas utiliser l'air climatisé en hiver. Grave erreur, parce que c'est aussi un peu un assécheur. Fait que ça va nous aider pour dégivrer les vitres plus rapidement et que votre système travaille à l'année longue, c'est pas une mauvaise nouvelle non plus. Donc, quand on met tout le système de ventilation ou de chauffage au bout, l'air climatisé, souvent, dans les nouveaux véhicules, va embarquer. Laissez-la travailler, ça fait juste bien. Ça, c'est une bonne idée. Il y a un bouton pour le désactiver. La plupart des gens enlèvent l'air climatisé. Oui, à ne pas faire. À ne pas faire. On va sauver un peu d'essence, mais ouais. je pense que c'est minime parce qu'on paye de l'autre côté. Effectivement, vous faites rattraper quand on le répare. Est-ce qu'il y a de l'entretien à faire sur le système de climatisation? Il n'y a pas vraiment d'entretien parce que c'est un système fermé. Donc, c'est un système avec 5 ou 6 composantes, dépendamment des véhicules. Et par contre, est-ce que ça se peut qu'on ait besoin d'ajouter du fréon à l'occasion parce qu'on trouve que notre air est moins froide? La réponse, c'est oui. Je vous invite, il y a deux petites choses à vérifier là-dedans. Premièrement, vous êtes capable de faire le test vous-même. Vous êtes capable de vérifier, voir si l'air est vraiment froid. Si vous trouvez que c'est trop chaud, là, de venir voir un spécialiste comme Desharnais Pneus Mécanique, ça va nous permettre de vous dire exactement ce qui se passe. C'est important, Daniel, aussi d'expliquer comment ça se passe un rendez-vous d'air climatisé, parce que les gens arrivent ici, peux-tu me rajouter un peu de fréon? C'est pas tout à fait assez froid. Oh, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, parce que à cause de l'environnement, parce que c'est un gaz, quand même, là, ils viennent de changer avec le... qui était très réglementé. Oui, puis là, c'est le 1, 2, 3, 4 Y. C'est un gaz qui est beaucoup moins, on va dire, nocif pour l'environnement. Par contre, beaucoup plus dispendieux. Donc, ce qu'on doit faire lors d'un rendez-vous, c'est de, premièrement, retirer le gaz. Nous, en tant que spécialistes, comme Desharnais, on se doit de savoir comment il reste de gaz. Combien d'onces de gaz que j'ai là-dedans? Parce que vous comprenez que si on a à peu près plus de gaz, on ne remplira pas. On va utiliser une autre technologie qui est, exemple, on appelle ça chez nous communément la machine à boucan, mais on va mettre une pression pour voir, y a-t-il une fuite? Parce que s'il n'y a plus de gaz dans le système, la fuite est un peu plus apparente. On risque de la détecter rapidement avec ce principe-là. Par contre, je retire le gaz, il manque presque rien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le gaz et on va ajouter un colorant. Et là, on va être en mesure de détecter les fuites si jamais il y a des fuites, parce que ça va arriver qu'il va y avoir un petit pourcentage à l'occasion qui va s'évaporer. Plus les véhicules sont de luxe, moins on a ce genre de problématique-là, d'un peu de gaz qui s'évapore. Par contre, vous venez chez Desharnais, on vérifie votre système, il manque quand même, on va dire, 15 à 20 de gaz à ce moment-là. On va le remplir avec ce colorant-là que je vous parle.
mais il ne faut pas que vous reveniez l'année prochaine. Si vous venez l'année prochaine, on ne la trouvera pas, la fuite non plus. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on explique aux gens comment c'est important. Si on veut régler le problème de l'air climatisé qui ne fonctionne pas bien ou qui n'est pas assez froide, c'est important de suivre les étapes, les procédures pour être en mesure de remplacer les bonnes pièces et pas de recommencer à rajouter du gaz avec le collant. Justement, en parlant de pièces, le système d'air climatisé, c'est assez complexe de parler au niveau du liquide, mais il y a aussi plusieurs autres composantes, le fameux compresseur qu'on change aussi assez régulièrement, qui peut faire défaut et du bruit sur le moteur. Des fois, c'est inquiétant. On pense que c'est notre moteur qui est sauté, mais c'est le compresseur d'air climatique qui fait du bruit. Et il y a l'évaporateur. Donc, il y a d'autres composantes aussi à vérifier. Il y a 3 grosses composantes qu'on remplace régulièrement, qui est le condenseur, l'évaporateur, qu'on va avoir à remplacer. Il y en a un, c'est parce qu'il est vraiment exposé, donc les cailloux, ces choses-là. Le condenseur qui est en avant, qui est avec votre radiateur. Il y en a un autre qui est placé sous le tableau de bord. Lui, il est vraiment pas le fun à travailler parce que c'est souvent beaucoup de main-d'œuvre pour aller chercher ça, mais c'est pas une pièce qui brise trop souvent. T'sais, habituellement, le condenseur et l'évaporateur sont les 2 pièces qu'on va remplacer le plus régulièrement. Le plus régulièrement. Et le compresseur, parce que souvent, aussi. On le voit. Bien là, ça dure de plus longtemps, mais il fut un temps où on les remplaçait quand même assez régulièrement. Aussi. Puis il y avait des marques qui étaient plus fragiles aussi. Effectivement. Mais encore une fois, pour vous expliquer, c'est que le gaz, le 134, qui est le gaz le plus commun qu'on a dans nos ateliers, c'est un gaz qui n'est pas trop dispendieux. Donc souvent, les réparations d'air climatisé vont être quand même assez abordables. Il faut garder ça en perspective. Là. Ça dépend des pièces qui sont brisées. Par contre, les nouveaux véhicules qui travaillent avec le nouveau gaz, très grosse différence au niveau du prix. Prix d'acquisition, dans notre cas, et prix aussi pour... Donc, tes conseils pour préserver notre système? Bien, les conseils, c'est de faire fonctionner votre air climatisé. Et si vous avez un doute, si vous trouvez que l'air climatisé n'est plus aussi froide qu'elle était, venez nous voir, on va être en mesure de vous dire. Comme je vous ai dit, la première étape qu'on fait, on retire le gaz. On est déjà capable de voir est-ce que c'est une fuite majeure ou c'est vraiment de l'évaporation ou c'est vraiment une fuite qui est très, très minime. Fait que venez nous voir, on va être en mesure de vous conseiller pour vous dire qu'est-ce qui serait le meilleur chemin à suivre. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel. Alors, Jacques, je le sais, la semaine dernière, tu t'es ennuyé de moi parce que j'étais pas là. J'étais en Colombie-Britannique à aller faire l'essai de la Hyundai Ioniq 9. Mais avant de parler du véhicule lui-même, je pense que ça vaut la peine de parler de Hyundai qui est en train vraiment de prendre un tournant électrique, là, mais dans tous les créneaux, dans tous les formats de véhicules. Absolument. Et on a juste à regarder depuis quelques années, ils ont vraiment pris cette direction-là. Et ils ne la lâchent pas. Non. Ils ne la lâchent pas. Ils continuent à ajouter. Et même si la majorité des gens, en tout cas ici au Québec ou au Canada, sont portés à se dire qu'on devrait avoir des branchables ou avoir des hybrides avec un moteur à essence et avoir une autonomie un peu plus longue sur les systèmes électriques, tout ça. Eux, là, ils ont pris une direction, on y va, et ils touchent à tout ce qu'on peut avoir de besoin. Alors, ils ratissent très, très large. Et ils arrivent avec une Ioniq. J'ai de la misère avec ce nom-là. Ouais, ça ne paraît pas en tout, mais en tout cas. C'était très discret. Mais c'est un très beau véhicule qui va toucher à énormément de gens. Les gens qui ont besoin d'espace, les gens qui ont besoin de se déplacer sur certaines distances, ils ont des systèmes de recharge maintenant qui permettent des recharges rapides et qui permettent aux gens d'être moins longtemps arrêtés aux bornes. Parce que le problème des véhicules électriques, lorsqu'on arrête aux bornes, il n'y en a pas beaucoup qui ont des chapeaux pour nous protéger de la pluie ou du vent ou ces choses-là. Et les gens sont pris justement pour aller s'installer là, mettre leurs imperméables, rentrer rapidement dans l'auto et attendre. Et c'est pas ce qu'on veut et c'est pas ce que les gens cherchent pour le moment. Tu as bien raison. Et en fait, avec la Ioniq 9, c'est un peu ce qu'on a fait aussi. Oui. On nous a donné donc une capacité de recharge rapide, une autonomie qui peut aller jusqu'à 539 km. C'est ça. D'ailleurs, mon cher, je t'invite à te joindre avec moi et les spectateurs pour aller faire un petit tour en Colombie-Britannique où j'ai pu essayer la voiture. Je veux voir ça. Alors, on se retrouve ici à Oakloulette, en Colombie-Britannique, pour le lancement canadien du Ioniq 9 de Hyundai. Vous avez peut-être l'impression, en fait, que ce n'est que le cousin du Kia EV9.
C'est pas complètement faux, mais il y a quand même d'énormes différences qui valent la peine d'être mentionnées. Parce que oui, au départ, il est dans la même catégorie. C'est un grand utilitaire polyvalent, 6 ou 7 passagers selon la version retenue, mais évidemment qui partage aussi la plateforme EGMP que Hyundai, Kia et même Genesis utilisent pour les véhicules électriques. Dans ce cas-ci, cependant, on a joué un peu avec le design, on a joué beaucoup avec les dimensions et on a aussi joué avec la mécanique puisqu'on nous propose des éléments un peu différents. En termes de design, c'est important de remarquer la partie avant. On a beaucoup insisté, bien sûr, sur les pixels du côté de Hyundai. On ne connaît pas le nombre exact sur celui-là, mais il y en a quand même beaucoup. En revanche, ce que vous voyez, ce sont des courbes et beaucoup d'éléments qui manifestent le désir précis du designer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'aspérité nulle part. On a vraiment voulu jouer la carte de l'aérodynamisme maximum. En fait, on se retrouve avec un coefficient d'aérodynamisme de 0,269. Pour les fans, ça veut dire que c'est meilleur qu'une Chevrolet Corvette, ce qui n'est pas rien pour un VUS de cette taille-là. Vous remarquerez aussi qu'il y a des volets en bas, volets qui sont mobiles, évidemment, sans intervention du conducteur. Ça permet d'avoir une meilleure circulation d'air. Et dans l'ensemble, on a modifié tout ce qu'on pouvait faire, notamment une batterie plate en dessous pour éviter les retours d'air. On a vraiment un véhicule qui est vraiment très aérodynamique et qui permet évidemment d'avoir une meilleure économie parce que ce qu'on veut, c'est avoir une autonomie la plus longue possible. La bonne nouvelle, c'est que peu importe la version retenue, vous aurez au minimum 500 km d'autonomie, 539 dans les versions les plus sophistiquées. On a une seule batterie, 110,3 kWh. Elle est la même pour toutes les versions. Nous, on dispose cependant d'une version calligraphie qui est la plus haute de gamme de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien sûr un rouage intégral, parce que la voiture est aussi disponible avec une propulsion, mais ça veut surtout dire 422 chevaux, ce qui est quand même pas mal pour un véhicule de cette nature-là. Deux autres versions existent, parce que nous, c'est la All-Wheel Drive Plus. Il existe la All-Wheel Drive à 303 chevaux et la version à propulsion qui, elle, a plus de 200 chevaux. Dans l'ensemble, on a donc un véhicule qui est très polyvalent et vous aurez compris qu'on a ramené cette polyvalence-là aussi à l'intérieur, notamment en termes de dimension. Pourquoi? 3,1 mètres d'empattement. Ça veut dire beaucoup d'espace pour les passagers, tant dans la deuxième que la troisième rangée. On a d'ailleurs des collègues de plus de 6 pieds qui se sont assis dans la troisième rangée et qui n'ont même pas chialé, ce qui est quand même impressionnant pour des journalistes automobiles. Le reste, on se retrouve aussi avec une configuration à 6 ou 7 bancs, mais ce qui est intéressant, notamment dans la version à 6 passagers, c'est que les sièges peuvent s'abaisser, donc nous offrir un espace de repos plus grand, tant pour les passagers avant que pour les passagers arrière. Espace de chargement imposant, à peu près 1323 litres quand les banquettes sont abaissées. On nous dit même qu'on peut camper à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre le plancher à plat, on peut donc s'y coucher, mais aussi parce qu'on a installé un deuxième système d'air climatisé à l'arrière que l'on peut contrôler directement de l'arrière, tout comme on peut contrôler le haillon de l'intérieur, ce qui nous permet donc de s'installer confortablement à bord. Pour le reste, on a une ergonomie qui est tout à fait Hyundai, deux écrans 12,3 pouces standard avec un système d'infodivertissement que l'on connaît bien. Et ce qui est surtout intéressant, c'est la conduite, parce qu'on a eu l'occasion d'essayer cette voiture-là sur la route qui relie presque Nanaimo à la région d'Ucluelet, une route sinueuse avec des montées et des descentes. Et honnêtement, il s'est avéré d'une grande stabilité, avec une direction qui est, ma foi, plus précise que ce à quoi on pourrait s'attendre. Dernier détail, je vous ai parlé du design. Jetez un œil sur la partie arrière, d'abord sur l'ensemble de pixels qui illumine la partie arrière, mais surtout sur l'aspect presque coupé. En fait, on a vraiment abaissé la toiture et là, vous vous dites, évidemment, ça va limiter le dégagement pour la tête à l'arrière. Bien, pas tant que ça, évidemment. Moi, je ne suis pas très grand, mais malgré tout, on a quand même beaucoup de dégagement. Donc, un véhicule intéressant dont le prix de base est à 59 999 plus transport et préparation, ce qui le rend admissible aux aides financières gouvernementales. Mais nous, évidemment, la version qu'on a, parce qu'on veut toujours nous gâter, c'est la version à 81 000 $. C'est peut-être un peu dispendieux, mais honnêtement, c'est un véhicule qui vaut la peine qu'on s'y attarde. Nous sommes présentement chez Silencieux Proto. Je suis en compagnie de Jean-Philippe Pouliot. Salut Jean-Philippe. Salut Daniel, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Yes. Hey, merci. Aujourd'hui, Jean-Philippe, tu vas nous faire découvrir un système d'échappement du moteur jusqu'à l'arrière et tous ses composantes.
Puis, tu vas me dire un peu lequel que vous remplacez le plus souvent aussi et à quoi servent les différentes composantes. À commencer par une composante qui est rattachée directement au moteur. C'est ça, le collecteur d'échappement. Souvent, les personnes se demandent, c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui, qu'est-ce qui est quoi? Ouais. Fait que quand on parle d'un collecteur d'échappement, c'est carrément ce morceau-là ici qui vient attacher les 4 trous du moteur ou les pistons pour se rattacher Ensuite, au système d'échappement. Au système d'échappement. Ça, c'est le premier morceau. OK, on puis ça, le fait sur, d'où, souvent? on le fait surtout sur des 4 cylindres, des Toyota, puis des Nissan, tout ça, mais on fait pas les gros V8 et tout ça, parce que c'est un travail de mécanique. De mécanicien, qu'il y en a trop. Puis vous autres, dans la philosophie du silencieux proto, on veut vraiment que ça soit rapide et efficace. C'est ça, on garde notre créneau justement pour pouvoir servir le plus de clients possible dans une journée. Après ça, la plupart des véhicules ont un flexible comme celui-là. Ça, c'est ça qui va faire que quand le moteur bouge, la ligne d'échappement ne sera pas brisée. OK. Ça vient faire que ça peut bouger. Ouais, c'est le flexible qui absorbe les chocs. Puis ça, c'est peut-être un peu pour ça qu'on vous en remplace un peu plus souvent. C'est ça. En bougeant comme ça, souvent, la plupart des véhicules, de la manière où ils sont placés, ça finit par briser après 4 ans, 5 ans, malheureusement. OK. Donc, on les remplace. Ce qui est le fun, c'est que dans certains véhicules, ce morceau-là est attaché au système de catalyseur qui vaut une fortune. Donc, nous autres, on fait une pièce séparée pour ne pas avoir besoin de remplacer le catalyseur. OK. Il va peut-être avoir besoin d'être remplacé plus tard, mais peut-être pas la première fois. OK. Fait que ça, c'est l'avantage de vous autres. C'est là que c'est très avantageux pour le client. Ici, fabriqué au Québec. C'est chez ça. nous. Exactement. Comme je disais, ça donne un peu la preuve qu'on part de produits. Produit brut. C'est ça. Après ça, on s'en va au catalyseur, parce que là, on n'a pas pu le sauver ce fois-là. OK, ouais, c'est ça. Donc, un autre collecteur. Ça, c'est tous les tuyaux ici, c'est nous qui les plie, qui les coupe à partir des tuyaux que je viens de te montrer. OK. Fait que ces composantes-là, là, avec le nid d'abeille dedans, hein, c'est quand même... Oui, Fait que ça, c'est acheté. on l'achète chez les fournisseurs. OK. Ça, c'est pas... on les assemble, mais ces morceaux-là, on les achète chez les fournisseurs. Après ça, comme ça, c'est l'exemple, c'est le trou, c'est la chose qu'on vient souder ici pour mettre la sonde à oxygène qu'on essaye de sauver la plupart du temps. OK. Fait que des fois, ils sont impossibles à démonter ou à enlever, à C'est dévisser. ça. Si les filets sont abîmés, on n'est pas capable de la remettre, ça. Mais nous autres, on chauffe, on fait attention, puis on repose la sonde à oxygène du client. Donc, si elle n'est pas brisée, parce que des fois, C'est ça, exactement. c'est elle qui contribue à faire allumer une petite lumière dans le tableau de bord. Hein? Exactement. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'était juste pour montrer l'exemple. C'est ça qui est ici. Oui, c'est ça. C'est ça qui est là. Puis, nous autres, on assemble tout ça, puis on vient placer ça sur le véhicule, ça fit parfaitement. OK. Ensuite, on s'en va vers la composante Exactement. qui empêche C'est ça. de faire le bruit. Oui. Parfois, c'est directement sur un... Parce que nous autres, on va rajouter des... rajouter Les collecteurs. On va faire ça comme ça ici, là, pour que ça fitte pour que ça soit assemblé sur le véhicule. Ça, c'est ça. Il y a tellement de modèles. Moi, d'après moi, on a peut-être 750 numéros de pièces différents. Sur tous les systèmes d'échappement. Wow. Pour pouvoir faire tous les véhicules. De tout. Japonais, allemand, américain. Mais votre tous les force ici, c'est l'endroit où nous sommes présentement. C'est vraiment le fait que vous preniez chaque composante et que vous puissiez fabriquer le tout. Donc ça, de fabriquer ici même sur place, c'est l'avantage majeur parce vous commencez à avoir des véhicules très récents, là, du 2019-2020. Vous commencez à en avoir. C'est de pire en pire que les morceaux ne sont pas encore créés par les compagnies d'après-marché. Donc, on n'a pas le choix. On se crée des gabarits, on plie nos tuyaux pour que nos pièces puissent être installées sur des véhicules bientôt 2020. 2020, hey, ça veut dire que c'est très récent. Puis je comprends que les fabricants n'ont pas le temps de faire de la pièce de remplacement ou encore les fournisseurs de fabriquer des pièces. Donc, c'est l'avantage de pouvoir vous débrouiller même ici même sur place. C'est ça, ils ne voient pas l'intérêt parce que nous, on est au Québec, on est un petit peu le mouton noir en Amérique Ça du Nord. arrive. Les premiers silencieux ou les premières composantes à briser, c'est ici au Québec. Je pense Ou que dans oui. les endroits où ils ont des hivers durs comme les nôtres qu'on peut avoir. Parce que Subaru, tu me disais qu'eux autres aussi, de la façon que c'est fait, la Ascent, en 2019, on va commencer à en voir. Oui, en particulier,
le Subaru Ascent qui se ramasse avec des trous gros comme ça sur le dessus du silencieux. Donc, on n'a pas le choix. Ils l'ont pas prévu pour le Québec, évidemment. Et au bout de ça, tu as des embouts décoratifs que vous vendez beaucoup. Oui, bien, dans le fond, on a des petits comme ça pour quelqu'un qui veut juste que ça soit beau. Un petit embout pas très cher. Mais après ça, on a une gamme jusqu'à presque 100 numéros différents, Daniel. Jusqu'à noir, double comme ça. Il y a même des tripes pour mettre sur les Civics. Ah oui, c'est vrai. Ils sont rendus à 3 pour les Civics Type R. Oui, c'est ça. Bien, on a ça en stock. C'est le fun. Parle-moi justement de votre façon de faire, parce qu'il faut rappeler que chez Silencieux Proto, on ne prend pas de rendez-vous. Non, nous autres, c'est sans rendez-vous. On a une porte, c'est écrit inspection. On se met devant avec la voiture. Puis quand c'est notre tour, on rentre. Inspection gratuite, sans rendez-vous. Puis si vous êtes prêts, on vous répare tout de suite. Donc, c'est aussi simple que ça. Les 2 endroits, Jean-Philippe? C'est à Québec, 11 900 boulevard Saint-Claude. Lévis, 79 Canada. Ben oui, puis Lévis, vous avez investi aussi, là? Oui, on vient tout juste de refaire la salle d'attente au complet. Au goût du jour, pareil comme celle de Québec. On a uniformisé. Bon, parfait, ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, Daniel. Cette chronique vous a été présentée par Les Silencieux Proto, votre expert silencieux à Québec et Lévis. Alors oui, bien, merci beaucoup d'être encore avec nous. On est heureux que vous soyez de retour parce qu'aujourd'hui, on vous a dit qu'on parlait de beaucoup de modèles de voitures. Et là, bien écoute, je me suis gâté, Jacques. Moi, j'ai conduit la Mercedes S63 AMG E-Performance. Mais AMG, ça veut dire quoi pour le monde ordinaire? Ouais. C'est vraiment la division de ultra-performance. Absolument. Tu sais ce que c'est, tu sais comment ça fonctionne. Est-ce que ça vaut la peine de payer autant pour avoir autant de performance sur une aussi grosse berline? Hey, tu me poses toute une question, là, toi, parce que toutes ces divisions-là qui sont ajoutées à chaque exemple, ce serait BMW avec la série M ou Audi avec une autre série quelconque. Mercedes avec la division AMG, on sait qu'ils ont fait des ravages avec ça au travers le monde, au travers toute la gamme de voitures qu'ils ont aussi. Et c'était un manufacturier, un transformateur de voitures en extérieur à Mercedes antérieurement, que Mercedes a récupéré ou ont décidé d'acheter pour ne pas se faire de compétition entre eux autres et AMG. Maintenant, ils ont une division de ultra-performance et qui font un travail extraordinaire. Et les gens, et tu te poses la question pour comment ça se fait qu'on va dépenser autant d'argent pour avoir... C'est pas parce qu'on peut l'utiliser vraiment. C'est parce qu'on veut se démarquer des autres. Et il est certain qu'au niveau puissance de moteur, au niveau rendement, au niveau qualité de construction, c'est bien, bien difficile de battre Mercedes à ce niveau-là. Bien, surtout dans le cas de la S63. Oui. Surtout que celle que moi j'ai essayée, c'est la version hybride, hein, avec une partie électrifiée. C'est vraiment un véhicule qui est extrêmement performant, mais qui ne fait aucun compromis sur le confort ni sur la tenue de route, ce qui est impressionnant pour un véhicule de cette taille-là. Alors, je vous invite à le découvrir avec nous. Moi, je l'ai conduit, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère que vous en aurez autant. Vous savez, quand on est chroniqueur automobile, il y a des véhicules qu'on n'a pas le choix de se sacrifier pour essayer. Cette semaine, j'ai fait un énorme sacrifice et j'ai pris le volant de la Mercedes S63 AMG E-Performance. Concrètement, c'est quoi la S63? D'abord, c'est la limousine de la famille. C'est la plus grande berline qui est disponible chez Mercedes. Mais en plus, dans sa version S63 AMG, c'est une hybride branchable qui est additionnée, bien sûr, d'un moteur à essence et d'un moteur électrique. Le total, imaginez-vous, 791 chevaux, 1055 livres-pieds de couple, ce qui en fait la classe S la plus puissante jamais conçue. Elle est disponible avec une petite autonomie électrique. On parle d'à peu près 26 km, ce qui est évidemment un peu insuffisant, mais honnêtement, c'est pas pour ça qu'on prend un véhicule comme celui-là. C'est pour l'abondance de technologie que l'on retrouve à bord et qui nous permet d'avoir une conduite encore plus facile. Bien sûr, en termes de performance, écoutez, on ne se dément pas. 0-100, 3,3 secondes pour un véhicule de cette taille-là, avec énormément d'espace, tant à l'avant qu'à l'arrière. Parce que oui, c'est une véritable limousine.
En plus, on a une version qui a les sièges premium à l'arrière, donc des sièges exécutifs avec plus d'espace et un écran disposé pour permettre d'utiliser tous les systèmes à bord, même quand on est assis aux places arrière. Aux places avant, on a un grand écran central qui abrite le système MBUX, le système d'infodivertissement de Mercedes, qui avait tendance à être parfois un peu complexe, mais qu'on a heureusement simplifié, notamment avec l'utilisation des commandes vocales. Il suffit de dire « Hey Mercedes » et la voiture nous écoute. En termes mécaniques, c'est un V8 4 litres biturbo, additionné, je vous l'ai dit, d'un moteur électrique. La réponse du moteur, elle est immédiate et elle est spectaculaire. Bien sûr, on a plusieurs modes de conduite. Le mode électrique qui est disponible pendant quelques kilomètres à peine. On a un mode confort et on a des modes sport et sport plus et toutes les déclinaisons AMG puisque l'on peut moduler chacun des systèmes comme on en a envie. Mais en termes de technologie et de confort, on a absolument tout ce qui est disponible du côté de Mercedes, incluant une aide à la conduite quasi automatique, puisque quand on est sur le régulateur de vitesse, non seulement la voiture va conserver la distance avec le véhicule qui nous précède, mais en plus, elle va décider elle-même, si vous l'avez décidé aussi, qu'elle va changer de voie et faire les dépassements sans votre consentement, c'est-à-dire qu'elle va clignoter et elle va faire le mouvement pour vous. Bref, c'est littéralement une voiture qui se conduit toute seule et dont le confort est indéniable. J'aurais fait des milliers de kilomètres à son volant sans trop de difficultés. Quant à l'économie de carburant, vous me direz qu'elle est évidemment pas nécessairement sa plus grande qualité. 15,2 litres en ville, c'est ce qu'on nous annonce. À peu près 10 litres sur autoroute. Je vous avoue que j'ai fait 12,5 jusqu'à maintenant, après à peu près 300 km à son volant. Bref, c'est un véhicule qui est exceptionnel à plein de points de vue. Je pourrais vous parler longuement des phares qui sont uniques en leur genre. Je pourrais vous parler du confort des sièges massants, chauffants et ventilés comme il se doit. Même chose à l'arrière. Je pourrais vous parler de plein d'autres détails, mais il y en a un que je ne peux pas passer sous silence et c'est le prix. Parce que la voiture, elle a un prix de base de 205 000 $. Elle est équipée de différentes options. Je vous ai parlé, entre autres, des sièges exécutifs, système de son Burmeister audio absolument spectaculaire. Tout ça, ça nous mène à plus de 245 000 $ pour la voiture telle qu'on la voit actuellement. Il faut évidemment ajouter tous les frais qui s'ajoutent, donc taxes de luxe, ainsi que transport, préparation et les taxes de vente. Au total, ça vous prendra un chèque un petit peu supérieur à 300 000 $ pour mettre la main sur ce véhicule. En attendant, moi, je n'aurai pas besoin de la payer et je m'amuse à reprendre la route. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Alors, c'est le temps de répondre à vos questions. On vous rappelle que vous pouvez nous les faire parvenir par Facebook. C'est la façon la plus facile, en fait. Et je vous dis même que c'est moi qui y réponds. Dans certains cas, je donne la réponse immédiatement. Dans d'autres, je l'amène à mes collègues. Sinon, vous pouvez le faire par téléphone aussi au 670-9078, poste 230. Là aussi, on écoute toutes vos questions, mais parfois, on en a beaucoup. C'est difficile de répondre à tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, on en a encore quelques-unes. Et Jacques, c'est toi et moi qui avons cette lourde responsabilité. D'ailleurs, je vais vous demander de nous donner votre nom quand vous laissez une question aussi, parce que là, j'ai des questions qui sont intéressantes, mais qui sont anonymes. Et la première est effectivement anonyme, et c'est une question à laquelle on répond souvent, mais qui revient tout le temps. Est-ce que je suis mieux de m'acheter un Ford 2.7 turbo ou de m'acheter un Ram 3.6 à essence si je veux avoir un camion qui ne travaille pas vraiment, donc où il n'y a pas vraiment de remorquage, mais je veux le garder au moins 10 ans? Et que c'est bon, une bonne question. Parce que les gens se posent la question entre un 2.7, justement, turbo, de Ford, on sait que le camion Ford est reconnu là, comme étant un des plus vendus au travers le monde, ou un Ram. Et le Ram, le fameux moteur du Ram, qui est un moteur reconnu pour consommer assez, oui. Mais c'est un bon moteur. C'est un moteur qui ne demande pas d'entretien plus que ça, et ça dure des années et des années. Moi, je me demande, on achète un véhicule comme ça et on veut le conserver pendant 10 ans.
avec ce qui se passe au niveau économie dans le moment, c'est-à-dire qu'au niveau électrification, au niveau prix d'essence, etc., nos besoins risquent de changer beaucoup d'ici 10 ans. Alors, ça sera important d'y penser à l'achat. Moi, je pencherais pour le RAM parce que j'aime beaucoup l'intérieur, surtout. Et c'est là que ça va se passer pendant 10 ans. Alors, il est mieux d'avoir un intérieur confortable. Totalement d'accord avec toi. Moi, je l'ai dit et je m'en cache pas. Le Ram, c'est mon camion préféré. J'aime son look, j'aime son style, j'aime la façon dont il se comporte. Pour le reste, en termes de capacité de travail, les deux sont équivalents. En termes de fiabilité, les deux sont équivalents. Peut-être que le 2.7, si vous remorquez effectivement, risque aussi d'être gourmand. Mais effectivement, moi, j'opterais pour le Ram sans difficulté. Absolument. Monsieur Arthur Paquin a écouté nos conseils et il a perdu patience. Il s'est acheté un Kona 2024 parce qu'il avait réservé un Imperium. Tu te rappelles les fameux véhicules électriques chinois qui devaient arriver. Le problème, c'est qu'en faisant sa réservation, M. Paquin a remis 100 $. Mais là, on n'a plus jamais entendu parler d'Imperium. Ça a changé de nom entre-temps. Et lui dit, comment je fais pour récupérer mon 100 $? Ils sont partis avec le 100 $. Ils sont partis avec le 100 $. Probablement. Ça va être difficile. Moi j'ai aucune idée de quelle façon que vous allez pouvoir récupérer votre 100 $. Et non, moi, j'ai pas la réponse à ça. En fait, la réponse, elle est simple, c'est que vous devez poursuivre la compagnie qui a remplacé Imperium et qui devrait vous rembourser. Je sais qu'en Ontario, on a commencé un espèce de recours collectif contre la compagnie, mais je ne pense pas que ça ait jamais débloqué. Alors, écoutez, moi, je vous dirais, passez-les dans la colonne des pertes. Ça va être pas mal moins compliqué que d'essayer de le récupérer. Une question, encore une fois, d'un auditeur anonyme, mais qui est intéressante. On a parlé beaucoup de vols de voitures, tu te rappelles, au cours des derniers mois. Lui, il dit, pourquoi on ne fait pas comme simplement nos ordinateurs ou nos téléphones, qu'on n'utilise pas une empreinte digitale, une reconnaissance faciale ou un NIP, là, tout simplement, pour permettre d'avoir accès aux fonctions du véhicule? Je pense que ça existe, ça, Marc. T'en connais beaucoup plus que moi là-dessus parce que t'es un peu plus féru que moi au niveau de l'électronique, ces choses-là. Tu peux peut-être me donner il y a effectivement certains modèles, je pense à certains Volvo, à certains autres véhicules qui sont déjà dotés d'une reconnaissance faciale. Il y en a d'autres, les Mercedes notamment, sont dotés d'une empreinte digitale. Les Ford, depuis des années, Jacques, tu le sais comme moi, il y a un code dans la porte que l'on peut utiliser pour ouvrir. Ça n'empêche pas les voleurs de passer parce que c'est pas par là qu'ils passent. Ils passent directement par un piratage avec votre clé intelligente la plupart du temps. Donc, malheureusement, c'est pas suffisant. Ça prend vraiment quelque chose au niveau logiciel pour empêcher tout ça parce que ça, c'est bien beau, mais c'est pas si sécuritaire que ça. Ça vaut peut-être pas la peine d'investir pour débloquer votre téléphone qui est barré avec votre visage, mais pour une voiture, l'investissement vaut la peine si vous êtes capable. J'ai M. Pierre Brière, qui, lui, est un peu tanné. Il dit, moi, je voulais une Acura TLX, mais le problème, c'est qu'elle n'est plus disponible en version manuelle. Pourquoi? Hey, la TLX, je pense que c'est assez facile. C'est assez facile, il s'en vend très peu. Oui. Alors, s'il y avait du volume, s'il y avait une grosse demande pour ça, on irait vers une version manuelle. Mais le fait que la majorité de ces véhicules-là qui sont vendus sont tous avec des boîtes automatiques, et alors on s'est tourné vers ça parce qu'être obligé de tenir, premièrement, de construire des véhicules avec les boîtes manuelles et être obligé de tenir en stock tout ce qu'il faut pour réparer ces voitures-là au cas où, c'est une des raisons pour lesquelles on ne fait plus de boîtes manuelles. Et regardez, la majorité des manufacturiers, aujourd'hui, en ont plus du tout. En ont plus du tout. En fait, on a opté beaucoup pour des boîtes, à la limite, avec des palettes derrière le volant, des boîtes à double embrayage qui vont vous permettre d'avoir une conduite un peu plus sportive. Mais effectivement, les ventes ne sont pas au niveau. Écoutez, moins de 10 % des ventes de voitures sont faites avec des boîtes manuelles. Et malheureusement, c'était une blague, puis ça n'en est pas une. Si vous prenez les conducteurs de moins de 30 ans, on estime qu'il y en a seulement 12 % qui savent conduire manuel. Absolument. Alors que nous, dans notre temps, ça marchait à coup de pied et manuel. Je vais pied, rien oui. dit. Je ne veux pas ramener ça trop nostalgique. Une question intéressante. Monsieur Alain Saint-Cyr qui veut se payer un cadeau de retraite. Et il dit, est-ce que je suis mieux de m'acheter une Mercedes SLC 300 2020 ou une BMW Z4, usagée bien entendu, à peu près 30 000 km? En matière de fiabilité, laquelle des deux va être la meilleure? C'est deux véhicules drôlement intéressants. Oui. Une Z4, j'aime beaucoup le look. J'aime beaucoup le look du véhicule. J'aime le rendement du véhicule aussi.
Mercedes, j'ai peut-être plus confiance à Mercedes. Mais il demeure que c'est 2 véhicules qui vont donner un bon rendement. C'est pas des véhicules, fort probablement, qui vont utiliser 12 mois par année. C'est des véhicules qu'on utilise 4-5 mois par année. Alors, la BMW va faire la même chose, va donner un très beau rendement. Et ça va être une question de goût rendu là, qu'est-ce qu'on achète ou pas. La qualité de finition de la Mercedes, ça, on ne peut pas passer à côté. C'est ce qui prime. Exactement. Alors, moi, mon choix, je m'en irais vers une Mercedes. Bon, ça, c'est vraiment une question de goût. Ouais. Et là-dessus, on va être obligé de différer encore une fois. Ouais. Une fois de plus. Moi, je préfère la Z4. C'est vrai qu'en termes de fiabilité, surtout dans les versions usagées, ça se peut que vous ayez plus de difficultés. Mais Jacques, moi, je trouve que la Z4 est définitivement plus sportive, en conduite plus directe. Tu sais, BMW, c'est des voitures de pilotage. Mercedes, c'est parfait pour une randonnée du dimanche tranquille. Alors, évidemment, ça dépend ce que vous souhaitez en faire, mais moi, j'irais vers la BMW. Mais je vous le dis, en termes de pure fiabilité, Jacques a raison, la Mercedes risque d'avoir un avantage. Et si j'avais ton âge, fort probablement, je une BMW. Rapide. Monsieur Bélanger, Sylvain Bélanger, qui veut s'acheter un Toyota RAV4, il fait 20 000 km par année sur toute la ville. Est-ce qu'il achète l'essence, l'hybride ou la branchable? Bien là, le nouveau modèle arrive là, actuellement, le 2026. Alors, il faudra voir ce qui est vraiment son besoin. Et moi, je pense que le hybride va faire le travail pour quelques années, puis il va être confortable. Et s'il loue, c'est extrêmement facile de se défaire de la voiture. Tout à fait d'accord. Alors, c'est ce qui met fin à cette émission. On espère que ça vous a plu. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine, 21h30, pour un autre virage avec Daniel aux commandes.